Donc là, il y a une proposition d'aide humanitaire. Proposition qui sera refusée, naturellement, bien que, en toute logique, elle aurait dû être acceptée parce que, en principe, quand on fait appel à l'aide internationale, on doit accepter toute aide internationale d'où qu'elle vienne. Bon, mais là, bien sûr, l'aide des Cubains, c'était pas possible, Bush l'a refusée. En août 2005, même chose, c'est l'ouragan Katrina, cette fois, qui dévaste la Nouvelle-Orléans et une belle partie des États-Unis. Cuba propose d'envoyer des médecins pour soigner les victimes. Bush refuse à nouveau, bien entendu. Mais l'idée, là, ça a été aussi, encore une fois, d'aller plus loin. Et ça a été la création de la brigade Henri Rive. La brigade Henri Rive, c'est une brigade médicale qui agit à l'étranger, qui est spécialisée dans les situations de catastrophes naturelles. Et le nom d'Henri Rive n'a pas été choisi par hasard, puisque Henri Rive était un États-Unien qui s'est battu pendant la guerre d'indépendance aux côtés des Cubains. Alors c'était... Alors, encore tout récemment, après le passage de l'ouragan Sandy qui a fait 11 morts à Cuba, ce qui a été quand même catastrophique parce qu'il y a 50 ans qu'il n'y avait pas eu il y a un plan de prévention des ouragans qui est très efficace. Il y avait eu une fois une mort ou deux, je crois, en 50 ans, mais 11 morts, ça a été terrible à Cuba. Cuba a adressé un message de condoléances au Canada, aux Bahamas, à Haïti, à la Jamaïque, mais aussi aux États-Unis, qui n'ont jamais oublié, pour les pertes humaines et matérielles provoquées par cet ouragan, bien qu'ils soient eux-mêmes occupés à la récupération des dégâts. Mais c'est toujours pareil, on n'oublie jamais les autres peuples qui souffrent. Alors bon, on a vu qu'en général, les propositions qui avaient été faites d'aide humanitaire aux États-Unis avaient été refusées. Mais ça, c'est par le gouvernement. Et qu'en pense le peuple? C'est ce qu'on va essayer de voir en conclusion. Alors, pendant l'année 2012, un conseiller du Sénat états-unien a demandé, dans un article publié par le Miami Herald, donc le journal états-unien, que les programmes subversifs contre Cuba soient supprimés. Les directeurs de groupes vocaux des États-Unis et de Cuba ont échangé leurs expériences lors d'un symposium qui a eu lieu à Cuba. Un juge fédéral a bloqué l'entrée en vigueur dans l'État de Floride d'une nouvelle loi qui interdit de passer des contrats avec des entreprises ayant des liens commerciaux avec Cuba. Un groupe d'une soixantaine d'États-Uniens est venu à La Havane pour mieux connaître la pensée de José Martí et a participé au cours d'été organisé par le centre d'études de José Martí. Des experts se sont rencontrés également, des experts de Cuba et des États-Unis, pour rechercher des opportunités pour la coopération dans la recherche en matière de sciences biologiques et environnementales. Et on sait aussi, depuis un certain nombre d'années, qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent parmi le peuple états-unien pour demander la levée du blocus de Cuba et la reprise de relations commerciales normales. Et également la liberté de voyager à Cuba parce que c'est très compliqué pour un États-Unien ou quelqu'un qui vit aux États-Unis simplement de pouvoir aller à Cuba. Il y a aussi depuis quelques années, plus récemment, des voix qui s'élèvent aux États-Unis même pour demander la libération des cinq. Il y a des comités de soutien aux cinq aux États-Unis, il y a des gens qui sont très courageux. En 2008, il y a eu un long article sur le cas des cinq qui a été publié dans le cadre du projet Sensored. Alors, c'est un professeur de sociologie à l'université de Sonoma en Californie qui dirige ce projet et chaque année, il publie un livre avec des articles sur les choses qui ont été étouffées dans l'actualité, en fait.
Et ils ont consacré un article au 5. En 2010, l'acteur Danny Glover a rendu visite à Gerardo Hernandez dans sa cellule. Cindy Sheehan, la militante pacifiste états-unienne, a écrit au président Obama pour demander la libération des 5. Et en octobre de cette année, également, l'écrivain et conférencier états-unien Michel Parenti a accompli la même démarche. Donc, de plus en plus de voix dans le peuple. Mais nous allons revenir à ce fameux 11 septembre. Fidel Castro, ce jour-là, prononce un discours devant des étudiants et des professeurs à l'occasion de la réouverture d'une école qui venait d'être réparée. Alors, bien sûr, il parle, mais il évoque les attentats du 11 septembre. Et voici ce qu'il dit. Aujourd'hui est un jour tragique pour les États-Unis. Vous savez parfaitement qu'ici, nous n'avons jamais semé la haine contre le peuple nord-américain. C'est peut-être précisément par sa culture et par son manque de complexe que Cuba se sent entièrement libre. Une patrie sans maître, le pays où l'on traite avec le plus de respect les citoyens nord-américains. Nous n'avons jamais prêché aucune sorte de haine nationale, ni rien de semblable au fanatisme. C'est pour cela que nous sommes si forts, car notre conduite est fondée sur des principes et des idées, et nous traitons avec grand respect, et ils s'en rendent compte, tous les citoyens nord-américains qui visitent notre pays. Nous n'oublions pas que le peuple nord-américain qui mit fin à la guerre du Vietnam en s'opposant à cette guerre génocide. Nous n'oublions pas le peuple nord-américain qui, à un nombre supérieur à 80%, appuya le retour du petit Eliane dans notre pays. Nous n'oublions pas combien d'idéalisme, souvent perturbé par la tromperie, car, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, pour mener un Nord-Américain à soutenir une cause injuste, une guerre injuste, il faut d'abord le tromper. Et la méthode classique utilisée au niveau de la politique internationale de cet énorme pays est celle de tromper d'abord pour compter ensuite sur l'appui de la population. Lorsque l'inverse se produit et le peuple découvre une injustice, de par sa tradition d'idéalisme, il s'oppose à tout ce qu'il a appuyé, bien souvent des causes très injustes, convaincu qu'il soutenait une cause juste. Alors, c'est très intéressant parce que toujours, Fidel Castro a fait la distinction entre les gouvernements et les peuples. Alors, bon, pas grand-chose à attendre des gouvernements états-uniens vis-à-vis de Cuba, ça on l'a vu. Ça fait 50 ans que le blocus est en place. Il y a 11 présidents des États-Unis qui se sont succédés. Il n'y en a pas un qui est revenu là-dessus. Mais peut-être que le peuple états-unien est différent. On peut avoir des raisons de le penser ou au moins de l'espérer. Alors même au sein du Congrès, il y a des voix qui s'élèvent en désaccord avec les positions du gouvernement. Il y a aussi des gens aux États-Unis qui se rendent à Cuba, qui s'y rendent officiellement, je veux dire, pas en se cachant, malgré les ennuis que cela peut leur procurer. Alors, bon, on peut espérer que les peuples sont moins bêtes que les gouvernements. Mais pour le moment, malheureusement, on n'a pas tellement l'impression que la pression du peuple états-unien atteigne la sphère politique. Alors peut-être qu'il y a trop de gens qui dépendent des dollars de la mafia cubano-américaine pour que les souhaits du peuple trouvent un écho. C'est peut-être ça qui explique la discordance, parce que d'un côté, on a des gens qui demandent une normalisation des relations, qui ont envie de voyager, d'aller voir Cuba commencer. D'un autre côté, on a la section des intérêts nord-américains à La Havane qui fait tout ce qu'elle peut pour dégrader les relations entre les deux pays. C'est un peu... Et malgré les déclarations d'Obama quand il a été élu, parce qu'il avait quand même commencé par dire qu'il allait normaliser les relations avec Cuba, ben le blocus il n'a pas été, même pas levé, il a été renforcé.
Alors c'est d'autant plus frappant comme discordance qu'on considère les États-Unis comme un pays démocratique. C'est quand même étonnant qu'il y ait justement cette discordance entre la position des représentants du peuple et le peuple lui-même. Ben, on peut se demander si Cuba, dont on nous dit constamment que c'est une dictature, n'a pas des représentants qui représentent mieux son peuple que les représentants du peuple aux États-Unis. C'est peut-être une question à se poser. Voilà. Je vous remercie.